On va passer peut-être à Boston-Atlanta. Donc, Azad, est-ce que tu es prêt pour cette série? Je, Ouais. je- J'étais pas prêt à ce qu'elle dure aussi longtemps, mais. ne fais pas ton timide. Je t'ai vu trépigner dans le chat en balançant quelques petits trucs déjà. Donc, je te sens échauffé, bien sûr. Ouais. Par quoi tu veux qu'on commence pour cette série? Parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Ouais, Euh, il carrément. y a pas mal d'aléatoires qui est rentré là-dedans. Je pense que ceux qui ont pu lire le trade d'hier, enfin de ce matin que j'ai fait sur la fin de match, c'est vraiment. Enfin, si le match est perdu par un enchaînement d'événements qui ne va pas dans le sens de Boston, mais ils n'ont pas été capables de l'arrêter. Donc clairement, c'est problématique pour moi qu'ils aient pas réussi à arrêter une équipe comme les Hawks et qui soit fait remonter 10 points dans les 5 dernières minutes. Mais c'est assez symptomatique de cette équipe qui prend pas de temps mort. Bah, apparemment, genre, je sais pas, il a pas encore appris le signe probablement, Joe Mazzulla. Ah, je sais que je suis content parce que je vais pouvoir un petit peu te chauffer sur votre coach d'intérim et finalement coach définitif. Euh, Ouais. est-ce que Mais- tu veux, tu me permets de faire un petit récap avant de te donner, enfin, Vas-y. un petit résumé plutôt, hein, une vue globale pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi la série, notamment sur YouTube, mais bien sûr aussi dans le chat pour, par exemple, les fans du hit qui n'auraient regardé que leur série potentiellement aussi, ou ceux des Bucks. Bien sûr, ce Celtics Hawks, donc 3-2 dans la série, à la surprise assez générale. Après un 2-0 parfait des Seas et une domination quand même assez attendue, néanmoins assez outrageuse, on peut le dire. Moi, je n'ai vu que le premier match, mais c'était outrageux. Les Hawks venaient à prendre finalement une victoire à domicile. Les Seas renchaînaient, réassuraient avec un 3-1. Et finalement, la défaite d'hier soir commence à faire un petit peu douter, comme tu le disais, Az. Et bah, si tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le récap un peu global de la série, avant peut-être qu'on passe sur les détails et aussi sur le match d'hier un petit peu plus en profondeur, je t'en prie, n'hésite pas. Et puis comme ça, on pourra ensuite aller un petit peu plus dans l'approfondissement, comme tout à l'heure, pour le Milwaukee-Miami. Bah, sur la série, sur les deux premiers matchs, clairement, il n'y a pas match. Boston joue son jeu très bien. Ils attaquent bien sur Trae Young. Ils attaquent toutes les faiblesses. Et Dieu sait qu'il y a des faiblesses de la défense d'Atlanta. Et le ballon bouge assez bien. Il n'y a pas trop d'isolation. Il y en a toujours un peu parce que Jalen et JT ne peuvent pas s'en empêcher. Mais le ballon bouge bien. On a deux gros matchs de Derek White. Derek le Magnifique qui vraiment genre est le deux ou troisième meilleur joueur des Celtics cette saison. Et du coup, tout se passe bien jusqu'à l'arrivée à Atlanta. Et à Atlanta, le Game 3 il y a vraiment un pilonnage du rebond offensif d'Atlanta. Et il n'y a aucune adaptation de Joe pendant le match. Donc on a un Robert Williams qui a 19 minutes, on a un Grant Williams qui joue toujours pas une minute, et Capella et je vais mal prononcer le nom de famille de l'autre pivot d'Atlanta et je l'ai pas sous les yeux, donc je vais dire le double O. Au Et, Congo. les deux pivots en tout cas les deux pivots d'Atlanta se sont bien régalés sur les rebonds offensifs et clairement, je sais plus exactement ça en termes de pourcentile, le pourcentage de rebonds offensifs sur ce match-là, c'était assez énorme. Et directement suite à ça, Joe s'est ajusté. On a eu plus de minutes de Robert Williams. On a eu une meilleure protection du rebond. Et en fait, rien que la présence de Robert Williams crée plus de protection de rebond parce qu'il y a un protecteur d'arceau. Il y a moins de five out du côté d'Atlanta. Et du coup, il y a moins la place d'être agressif au rebond. Donc, le quatrième match, du coup, s'est très bien passé. Ils ont recommencé à attaquer Trae Young ce qu'ils n'ont pas trop fait au match 3. Et en fait, attaquer les mismatchs, c'est un peu l'identité de l'attaque de Boston parce qu'ils ont les meneurs de. Ils ont les meneurs enfin, les ball handlers pour le faire. En effet, le Game 4, il y a un gros match de Murray. Mais de toute façon, Murray, sur la série, il est à 8 3 points pris et il tourne à 40%.
Donc, de toute façon, c'est un peu ubuesque que la série de Dejounte Murray, il tire autant à 3 points que Trae Young et il met à 40%. Donc après, voilà, ça fait partie des playoffs aussi. Tu es censé vivre avec ce genre d'aléas. Et quand tu es une équipe qui est favorite au titre, c'est pas parce que Dejounte Murray il tire à 40% que tu peux laisser un match, mais tu peux pas en laisser autant. Surtout que du coup, le dernier qu'il laisse à domicile, donc celui d'hier, il le maîtrise plus ou moins. En fait, il maîtrise le match sans vraiment le tuer. Et c'est la fin de match qui est vraiment problématique parce qu'il n'y a plus de mouvement de ballon. Donc ça enchaîne sur des mouvements assez statiques. Même JT qui a vraiment progressé sur les prises à deux, il fait une prise à deux qui est vraiment, enfin qui fait une mauvaise passe. Et il y a très peu il y a très peu de choses qui sont bien faites dans cette fin de match. Il y a Joe qui prend pas de temps mort. Il y a encore Blake Griffin à 4 minutes de la fin du match sur le terrain. Donc on ne sait pas ce qu'il fout là en 2023 aussi sur un Money Time de playoff, Blake Griffin, alors qu'il fait une très bonne saison, mais c'est pas sa place. Et ensuite, il rentre des shoots très difficiles, très. Il met des 3 points à 9 mètres, mais d'un côté, c'est son jeu, et t'es censé vivre avec ça. Et il attaque à répétition à Ford, qui fait de son mieux, mais bah, qui a 36 ans, donc il peut pas non plus toujours trouver des solutions. Ils n'ont pas vraiment forcé la prise à deux sur trait. Enfin, en tout cas, ils ont pas essayé Joe a pas essayé de s'adapter en défense. Et en attaque, c'était un peu en alternance parce que parfois il y avait Smart qui était sur le terrain, du coup qui venait beaucoup faire le screener. Et parfois il faisait rentrer White. Et en fait, il alternait White et Smart sur toute la fin de match. Alors peut-être que ça aurait été à Jalen de sortir. Mais bon, ils feront jamais sortir un Jalen qui a marqué 35 points, alors que sur la fin de match, il a aucun apport, que ce soit défensif ou offensif. Peut-être tenter un 5 plus petit, sinon sans Robert. Enfin, il y a pas vraiment, il y a pas vraiment il y a pas vraiment d'adaptation de la part de Joe. Et il prend un temps mort finalement à 9 secondes de la fin, ce qui est un peu tard. Et d'ailleurs, quand il prend le temps mort à la fin de match, il dessine un play qui est magnifique parce qu'il y a un stagger en haut à gauche et il y a un give and go sur la remise en jeu qui est... En fait, il est très talentueux offensivement et je pense qu'il a plein de très bonnes qualités, sinon Brad Stevens ne l'aurait pas signé. Parce que je pense que si Brad Stevens dit quelque chose et fait quelque chose, c'est qu'il a raison. Mais il y a quand même beaucoup de trucs perfectibles, dont les ajustements pendant les matchs et Grant Williams qui joue pas et que je comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe. Du coup, voilà. J'aime beaucoup que ton avis de fan soit pleinement mis en avant. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire sur les critiques des coachs aussi. Ça fait du bien d'en entendre parler, puisque ça nous permet aussi d'évoquer des choses un petit peu plus tactiques. Tu parlais justement du manque potentiel d'ajustement. Par rapport à Trae Young, je voulais revenir, peut-être enchaîner vis-à-vis de ça, parce que la transition est plus facile. On a vu hier un très très gros match du meneur. Je ne sais plus qui disait dans le chat, c'est Ilmatic Man, voilà, que je puisse le citer. Est-ce qu'on est surpris que Young sorte ce genre de match sans Dejounte? C'est une question intéressante. Et le ciel, je t'en prie, si tu n'y as pas déjà répondu, tu peux le faire dans le chat, toi qui es défenseur de Hawks devant l'éternel, bien sûr. Effectivement, très très gros match de Trae Young hier. Et en même temps, j'ai un peu l'impression qu'il prend les shoots. Il a pu prendre les shoots qu'il a voulu. Alors il était très chaud dès le début du game, hein. Il a mis un deep free, vraiment première action du match, si je ne m'abuse. Donc très compliqué tout de suite de calmer un joueur en rythme de ce genre de calibre. Néanmoins, et Théo d'ailleurs l'évoquait dans sa preview sur le site de QI Basket bien sûr, on avait deux façons potentiellement de voir les choses du côté des Celtics pour la défense de Trae Young, soit vraiment gérer un plan de jeu pour lui et potentiellement du coup prendre le risque de voir les autres joueurs d'Atlanta profiter de son playmaking et des espaces que cela pourrait ouvrir, puisque bien sûr pour pouvoir défendre et faire un plan de jeu face à Trae Young, il va falloir certainement impliquer plus d'un seul joueur sur la couverture défensive. Ou alors, et c'est plutôt l'historique que Boston avait en saison régulière et avec plutôt de la réussite, garder Trae Young plutôt sur du 1 contre 1 offensivement, en pariant sur son scoring individuel, mais en préférant cadenasser plutôt le reste de l'équipe et en profitant potentiellement justement de
sa délicatesse à 3 points sur la saison. On sait que ça a été un narratif, bien sûr, tout au long de la saison, avec l'adaptation à ses côtés, avec des gens de Temeray, autres porteurs de balles, son jeu off-ball, etc. etc. Qu'est-ce que tu en as pensé hier quand justement on a vu un triangle vraiment prendre feu, et aussi à côté de ça, des joueurs plutôt bons. Je pense notamment au Hustle, et c'est Hurleciel qui aussi le notait dans le chat, au Hustle d'un joueur comme Saddiq Bey en ailier, qui pose énormément de problèmes aussi au rebond offensif, je trouve, pour ces Celtics-là. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette défense sur triangle? Est-ce que tu souhaites plus d'ajustements, ou alors finalement c'est aussi quelque chose qu'on concède un moment dans la série, et finalement on garde le plan de jeu tel qu'il était, puisqu'il a plutôt bien fonctionné jusque-là? Ouais, en réalité, c'est la même question qui s'était posée face à Stephen Curry en finale l'année dernière, à savoir est-ce que tu doubles ou est-ce que tu le laisses essayer de te battre en 1 contre 1, et contre Stephen Curry, on s'était fait plumer. Là, pour le coup, Trae Young n'est pas Stephen Curry et ça marchait pas trop mal. Tu vis avec un Trae Young à 33% à 3 points, même s'il en prend un peu plus de 8 par match. Mais clairement, je m'attendais pas à voir DeAndre Hunter jouer aussi bien. Alors, j'avoue que j'avais pas anticipé qu'il défende. En fait, il a progressé en défense sur la série. J'ai trouvé qu'il a pris la dimension de Jalen et Jason sur les 2 premiers matchs, et qu'à partir du 3e match, il s'est quand même mieux débrouillé là-dessus. Il rentre ses shoots, en tout cas il les prend, donc il force l'équipe à s'adapter. Bogdan aussi joue très bien. En fait, là où c'est compliqué parfois à défendre quand Boston joue avec 2 bigs, c'est que il y a toujours une line-up avec deux ball handlers du côté d'Atlanta, et c'est pas vraiment juste Trae Young le problème, c'est comment tu vis avec 2 bigs pour protéger le rebond, en sachant que tu es face à une équipe qui joue avec 2 ball handlers, donc ils peuvent attaquer justement ces 2 bigs au pick and roll ou sur le switch. Donc c'est plus ça un petit peu pour moi la problématique. Après, c'est potentiellement une problématique qui va être vite réglée avec un Tatum qui va sortir un match à 45 points d'ici 2 jours. Mais clairement, je suis surpris du niveau de Bogdanovic aussi. Saddiq Bey, je l'avais un peu plus vu venir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours bien aimé ce joueur, et même quand il était dans la, à Détroit, dans le marasme de Détroit, je trouvais ça intéressant ce qu'il proposait, et je pense même qu'il est un peu sous-utilisé là dans cette série, et que John Collins est beaucoup trop utilisé. Vraiment, je comprends pas l'utilité d'un joueur comme John Collins sur un terrain de basket. Mais du coup, voilà, Jalen Johnson aussi qui fait une bonne série, qui shoot pas très bien, mais clairement, il a beaucoup d'énergie. Il lit très bien le jeu en attaque et en défense. Pas mal de bonnes surprises du côté d'Atlanta. En fait, je pense qu'il joue mieux qu'on pouvait l'attendre, et Boston joue moins bien que ce qu'on pouvait attendre aussi. Donc, c'est un peu dû à ça. Et s'il n'y avait pas eu le match d'hier, où il y a un enchaînement un petit peu de catastrophes côté de Boston, je pense qu'on serait pas en train de parler de cette série. Donc, je suis pas inquiet, et je pense que défensivement, ça va pas demander des ajustements monstres. Mais ça serait bien que ça passe en 6 et qu'on soit pas obligé d'aller jouer un match 7 au Garden dès le premier tour, quoi. Pas inquiet, tu parlais néanmoins un peu de la difficulté du rebond. On en a un petit peu parlé, je l'ai un petit peu évoqué avec Saddiq Bey, mais bien sûr, il y a beaucoup de taille en fait du côté d'Atlanta. Tu parlais de DeAndre Hunter, il y a bien sûr Capella, Okongwu, et les intérieurs aussi des Hawks. Et surtout, face à Boston qui, en SR, est plutôt bon pour protéger son rebond a priori, mais qui, c'est vrai, quand il joue en 5 out, n'a Corford finalement comme point à l'intérieur. Alors t'en parlais un petit peu dans le récap tout à l'heure, il y a eu l'ajustement avec Rob Williams qui a vu ses minutes augmenter au fur et à mesure de la série, et du coup ça apporte quand même un petit peu plus cette présence au rebond. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça pose pas aussi un problème, parce que avec Horford sur le terrain et une offense en 5 out, qu'on sait que les Celtics apprécient particulièrement, et ça ouvre énormément d'espace et une certaine synergie offensive aussi du côté de Boston. Est-ce que c'est pas aussi une cible pour Trae Young Horford?
c'est quoi le niveau de jeu un petit peu de l'intérieur des Seas? On sait qu'il avait fait des playoffs magnifiques. Moi, j'avais adoré les playoffs de l'an dernier de Horford, c'était assez incroyable. Est-ce qu'il est à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas... Ça finit par être un... Est-ce qu'il finit pas par être un point faible pour ces Celtics qui subissent et au rebond et potentiellement sur le mismatch avec Trae Young? Est-ce que ce problématique du rebond, est-ce qu'elle elle est jouable, ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on concède tout le long de la série? Non, je pense que c'est quelque chose qu'on concède tout le long de la série et je pense que s'ils ont autant besoin du rebond, en fait, Atlanta, c'est parce qu'ils ont une attaque qui tourne mal. Et en fait, c'est une rustine, un petit peu pour pouvoir justement continuer à générer de l'offense et ça marche vachement bien en playoff. Mais ce que Guillaume dit, et c'est ce qui avait été souligné dans un des trades que j'avais fait, c'est punir les mismatchs, c'est la façon dont il faut attaquer. C'est pour ça que le five out marche super bien. C'est parce que du coup, ils sont obligés de switcher et ça génère beaucoup d'espace dans la raquette. Donc, je pense qu'il faut qu'ils continuent à chercher ça, à chercher Trey, à chercher même John Collins qui est vraiment pas un très bon défenseur. Donc, il n'y a pas que Trey à aller chercher. Il y a d'autres mismatchs qui peuvent être intéressants. Et pour le niveau d'Al Horford cette saison, il est pas moins bon que l'année dernière. Il a été bien conservé, il a pas trop joué. Euh, Pas réussir à défendre sur Trae Young, ça arrive à des gens très bien. Et en fait, ça me choque pas parce que quand je vois les possessions défensives qu'il peut faire sur d'autres extérieurs comme Bogdanovic, ça passe en fait. Ça passe même très très bien. Et c'est juste qu'il n'arrive pas à contenir Trae Young. Mais j'ai pas d'intérieur en tête qui peuvent contenir Trae Young à part Draymond Green. Donc voilà, franchement, je suis pas inquiet pour Al Horford sur les prochains tours non plus. Mais pour moi, il va vraiment falloir punir Trey et leur faire payer chaque minute où Trey est sur le terrain, en fait. Et c'est ce qu'ils avaient fait les deux premiers matchs. Et du coup, Trae Young jouait moins et jouait moins bien parce qu'il n'était pas en rythme. Et en fait, pas l'attaquer quand il est en défense, c'est le laisser se mettre en rythme quand il est en attaque. Et c'est une erreur, c'est assez immature de la part de Boston. Et je suis assez surpris qu'il y ait encore de l'immaturité après un run de finale comme l'année dernière. Tu vas me dire, j'en viens un peu au Game 5 parce que ça rejoint cette idée de ne pas forcément cibler les mismatchs du côté d'Atlanta. J'étais un peu partagé sur ce Game 5. C'est le deuxième du coup que je vois de la série après le Game 1 qui était assez anecdotique au vu de votre performance et de votre domination. J'étais un petit peu partagé sur ce Game 5 parce que, et tu me diras si je me trompe ou si tu as une autre lecture que moi, je trouvais que justement ça attaquait beaucoup la défense individuelle d'Atlanta, soit sur un contre un ou alors sur le pick and roll, mais vraiment en attaquant individuellement. Je trouvais un petit peu moins la synergie offensive que j'ai pu vous trouver tout au long de la saison. Et du coup aussi peut-être un jeu un petit peu tactique. Je trouvais que ça avait l'air plutôt efficace, même si ça aurait pu certainement l'être encore plus en ciblant parfaitement vraiment les mismatchs et notamment Trae Young, en plus avec le double effet Key School que tu disais, de l'impliquer défensivement et donc de le permettre de rentrer difficilement en rythme offensivement et de forcément faire peser aussi sur son cardio et sa responsabilité offensive, de l'impliquer systématiquement défensivement. Mais du coup, je trouve que quand vous jouez un petit peu plus simplement offensivement entre guillemets comme ça, en ciblant du mismatch, en 1 contre 1 sur pick and roll, etc., je trouve que vous perdez un petit peu de votre force offensive en termes de plafond, où je trouve que tout de suite le jeu un petit peu statique, notamment de Tatum, notamment de Jaylen Brown, qui certes s'il est en réussite hier, quand c'est pas toujours le cas, il y a aussi beaucoup de déchets, notamment sur les turnovers, les pertes de balles, etc., qui peuvent faire du mal aussi à ces six là, et donner des pions aux Hawks qui, je trouve, s'en servent pas trop mal. Est-ce que c'est pas un petit peu... Alors, est-ce que juste ça te parle, cette impression que j'ai là? Parce que, bon, voilà, encore une fois, comme j'ai pas beaucoup vu la série, je sais pas si c'est vraiment à propos. Mais moi, il y a toujours cette dichotomie un peu étrange où je me dis, effectivement, vous gagneriez à cibler Trae Young, à cibler Bogdanovic, et les points faibles comme ça des Hawks. Et en même temps, je trouve que quand vous le faites,
En fait, c'est peut-être là où vous êtes le moins bon offensivement et finalement, ça tombe parfois dans du jeu statique qui peut, je trouve, vous être préjudiciable à la fin en mode Tatum qui est solo et au lieu de driver. Et c'est Vincert87 qui disait ça tout à l'heure dans le chat que peut-être on voit peu Tatum driver et il faudrait peut-être un petit peu plus plutôt que prendre des pull-ups à 3 points et se prendre pour Kobe. Est-ce que ça te parle? Juste tout simplement parce que je voulais confirmation vis-à-vis de ça. Et est-ce que tu vois une solution à ça ou finalement c'est juste une affaire de réussite et vous n'avez pas eu de chance hier, notamment sur la variance à 3 points, on y reviendra après. Je pense que faut continuer à attaquer et à punir les joueurs comme Trey, mais il faut le faire dans du mouvement en fait. Et on l'avait vu dans les premiers matchs où il le mettait dans des staggers, où il le mettait dans des spin pick and roll, où ils étaient en fait obligés de prendre une décision. En fait, il faut obliger Trae Young à prendre une décision. Et c'est souvent quand ils le font, en plus, ce qui est un peu, enfin, ce qui fait perdre un peu patience, c'est qu'il y a des mecs qui font des très bons écrans. T'as Tatum qui fait des bons écrans, qui a progressé là-dessus. Même Derek White et Smart pour des intérieurs font des bons écrans. Brogdon, Horford, on a. J'essaie de pas lire en lisant les messages de Guillaume en même temps, j'y arrive pas. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'on a beaucoup cette capacité à punir et à forcer les joueurs à prendre des décisions. Et on le fait pas. Et en fait, quand on le fait, c'est là où on est le meilleur parce que du coup, il y a Hunter qui se retrouve dans des positions où il sait pas s'il doit rester sur Tatum ou s'il doit switcher parce que Trey arrive pas à suivre Marcus Smart ou Derek White, mais il veut pas non plus le laisser sur Tatum. Et c'est le genre de décision qu'il faut les forcer à prendre sur des possessions qui s'enchaînent. Et en fait, ils vont forcément faire des erreurs. Parce que dans tous les cas, il y a pas une bonne décision à faire en fait quand t'as un pick and roll avec Tatum sur le ballon et Marcus qui vient faire un écran, t'as pas de bonne décision à prendre parce qu'en fait, tu vas te faire avoir potentiellement dans tous les cas. Et t'as aussi des joueurs comme Derrick White qui peuvent attaquer déjanté sur la vitesse, qui peuvent attaquer très facilement Trae Young. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont mis Trae Young plutôt sur Smart quand ils commencent les matchs que sur Derrick White, parce que Derrick White, c'est déjà un mismatch pour Trae Young. Donc en fait, il faut juste les forcer à prendre des décisions et il faut les forcer dans le mouvement à prendre des décisions. Et du coup, quand on voit que sur certains des possessions, il reste 10 secondes sur l'horloge et à partir de ce moment-là, le ballon il va rester dans les mains de Tatum qui va juste attendre la fin de la possession pour faire un step back. C'est un peu problématique. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Je pense que la fin de match qu'on a vu hier, les fans des Celtics, ils l'ont déjà vu plusieurs fois cette année. On fait durer les possessions le plus longtemps possible quand on est devant, comme si on jouait un peu au jeu des secondes. Marcus Smart adore faire ça et c'est une très mauvaise idée. De jouer le jeu d'un peu des échecs, de gagner, de gratter des secondes, alors qu'au final, il ferait mieux de gratter des points pour être sûr d'enterrer l'adversaire. Et du coup, voilà, je pense que ça manque de mouvement. Et bah voilà, et c'est exactement ce que le Jedi vient de dire, c'est exactement de ce que j'étais en train de parler. En fait, ces fins de match, on les a beaucoup vus cette année. Et en fait, c'est pas surprenant. Et il y a des fins de match où on a vu énormément de mouvements. Et Joe est encore une fois très créatif. Et en plus, il a tout le playbook de Brad Stevens. Donc, il y a de quoi faire. Donc, moi, je suis pas inquiet. Je pense qu'il faut juste qu'il se mette un peu. Qui prennent une douche froide, qui réalisent que Atlanta, ça reste une équipe de basket et qu'ils peuvent pas les battre sur de l'ISO facile et un peu trop simple et qu'il faut générer du mouvement. Et ils ont vraiment l'équipe pour générer du mouvement. Et il faut qu'ils refassent jouer Grant Williams aussi. Je pense que je finirai toutes mes phrases là avec ça. Je vois ton supporterisme transparaître, mais tu as raison, tu as la plateforme pour. Snow Stitch qui nous dit Give some credits to the Hawks. On l'a déjà fait un petit peu, on a parlé de à quel point ils géraient le rebond offensif notamment, et que ce serait quelque chose qui finalement serait certainement concédé toute la fin de série par ces Celtics. Tu m'offrais la transition à Zad par rapport au mouvement et cibler les joueurs dans le mouvement en les obligeant à prendre une décision plutôt que les battre juste en 1 contre 1. Tu faisais un très bon trade tout à l'heure, je ne l'ai pas envoyé mais je vous l'envoie, qui était un récap lors du Game 3 et notamment du rôle de Robert Williams bien sûr et du spin pick and roll. Il y a quelques vidéos là-dedans, donc je vous invite à aller regarder, et c'est notamment, je pense, voilà, une des solutions pour
cibler les maillons faibles défensifs des Hawks et rester créatif, rester dans le mouvement et ne pas tomber dans les affres un petit peu. Le seul défaut peut-être de cette offense des Seas qui serait d'être un petit peu trop statique et de pull-up à 3 points avec ses stars et les Jace Brothers. Mais tu mentionnais Marcus Smart aussi également à raison. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que si je relis un petit peu mon résumé, l'autre chose qu'on pouvait se demander, en tout cas une question que j'avais hier dans le match, moi je vous ai trouvé plutôt assez efficace finalement. Et si je trouvais aussi que vous aviez géré sans jamais vraiment tuer le match. À côté de ça, vous aviez des shoots ouverts à 3 points, plus ou moins ouverts à 3 points, etc. Et il y avait quand même une faible adresse sur le tir à 3 points. On le sait, et tu écrivais un article en preview de cette série que je vais également envoyer dans le chat. Et tu mentionnais aussi la caractéristique de cette offense des Celtics comparée en plus à celle d'Atlanta où il y a beaucoup de 3 points pris. Et c'est quelque chose qui est très important dans l'offense des Celtics. Finalement, alors j'ai pas vu votre première défaite, mais est-ce que ces 2 défaites-là, il n'y aurait pas aussi une grosse importance et ce ne seraient pas les défaites liées à la variance de l'adresse extérieure? Bah, si on regarde les chiffres, ça peut être lié à ça directement parce qu'on tire à 22% hier sur les tirs qui sont pas pris dans le corner. Et il y en a beaucoup. Parce que surtout, ils vont beaucoup s'amuser à faire ça du côté de JB et surtout Jason. Et il a 1 sur 10 hier, Jason Tatum, donc forcément, ça joue beaucoup. Et le problème, c'est qu'ils ont du mal un peu à se réinventer quand ils le font. Et vu qu'il y a 40% des tirs des Celtics, enfin 40% des points des Celtics qui sont marqués à 3 points, quand ça marche pas, c'est hyper problématique. Et du coup, ce qu'ils avaient fait comme ajustement pour le match 4, c'était d'utiliser le 5 out pour, justement attaquer le cercle en fait et utiliser la menace à 3 points qu'ils ont pour attaquer le cercle. Et ils ont beaucoup plus attaqué le cercle le match 4. Et là, on est retombé sur une fréquence de shoot au cercle à 24% sur le match précédent, donc c'est encore trop faible. Et après, voilà, on n'a pas des excellents finisseurs au cercle. On a Jalen qui est un très bon finisseur au cercle, mais Jason, il a encore des progrès à faire là-dessus. Derrick White finit bien au cercle et celui qu'on n'a peut-être pas assez mentionné, qui finit très bien au cercle et qui drive très bien, c'est Malcolm Brogdon. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont allés le chercher l'année dernière, parce que c'est ce qui nous avait manqué en finale, d'aller chercher des points au drive, d'aller chercher des 2 points, d'aller chercher des fautes. Et Malcolm peut très bien le faire. Et quand on parlait des minutes un peu qui devaient peut-être être ajustées, peut-être que Malcolm va falloir qu'il joue plus que 26 minutes. Et peut-être qu'il soit un peu plus responsabilisé aussi, même si il a déjà un peu son usage qui est bien et qui a un vrai impact. Mais hier, dans l'alternance des meneurs de jeu sur le dernier quart-temps, c'est Smart et White et on voit pas de Brogdon. Alors que dans tous les cas, il n'y en a aucun des trois qui arrive vraiment à gêner Trae Young. Donc tant qu'à faire, autant peut-être mettre le meilleur en attaque. Et le meilleur en attaque, c'est Malcolm. Tu le disais parfaitement, et de toute façon il y avait pas mal de monde qui abondait dans ton sens dans le chat, et notamment sur Malcolm Brogdon, c'est Hurle Ciel qui disait que c'était peut-être celui qui ciblait aussi le mieux Trae Young. On parlait tout à l'heure de l'importance de cibler les maillons faibles d'Atlanta, et puis voilà, d'aller sur le drive. Pour ça, j'ai envie de te faire une petite passe D à Zad par rapport à ça, et à ton rire, je pense que tu sais déjà où je veux en venir. Et puis parce que ça essaye de lancer des pics dans le chat également. Est-ce que finalement, celui qui prendrait pas le plus de mid-range sans aller jusqu'au drive dans cette équipe, c'est pas Jalen Brown? Si c'était que ça le problème. Euh, En plus, à mid-range, il a progressé et il y a des mid-range qu'il prend qui sont bons et qui ont du sens. Je pense que j'ai de plus en plus de mal avec sa défense, en fait. J'ai de plus en plus de mal avec du Jalen Brown sans ballon. Et sans ballon offensivement. Et sans ballon, bah, du coup, en défense, forcément, il n'a pas le ballon. Mais quand il défend sur des joueurs off-ball et même on-ball, en vrai,
Il a jamais été très bon en défense, contrairement à ce que les gens ont voulu le laisser croire. Et c'est vraiment enfin, il manque vraiment d'attention. Et du coup, en attaque, quand il va au cercle, quand il finit, bon, après hier, il était en réussite à 3 points, il était à 4 sur 7. Il a encore. Mais bon, tu vois, des joueurs cette saison qui sont à plus de 30% d'usage, c'est celui qui fait le moins de passes par rapport à son usage. Et en vrai, c'est vraiment une fois que le ballon est dans les mains de Jaylen Brown, tu sais que tu vas pas le revoir et c'est vachement problématique d'avoir un joueur comme ça. Et faudrait s'amuser à compiler les nombres de fois où il part au drive, il saute, il peut pas aller au drive parce qu'il y a des joueurs devant lui. Il cherche à quelqu'un à qui faire la passe et il fait la passe au public. Et encore hier dans le Money Time, il y en a eu. Et, euh, et en fait, enfin, la question c'était est-ce que Jalen Brown prend trop de mi-distance? Non, le problème c'est que Jalen Brown, il n'est pas concentré en défense et qu'il essaye d'en faire trop. Et il se concentre pas sur ce qu'il sait faire. Et le problème, quand il fait un peu d'expérimental en saison régulière, ça passe. Quand il fait de l'expérimental de playmaker en playoff, c'est un peu plus problématique. Alors après, forcément, le match d'hier me donne pas raison parce qu'il est à 15 sur 23 au shoot. Donc forcément, on t'en a envie de taper sur Tatum plus que sur Jaylen Brown. Mais dans tous les cas, c'est pas la même classe de joueur. Et oui, Jaylen Brown est pour moi encore un petit peu problématique et à voir comment ça va évoluer au fur et à mesure des playoffs. Les mid-range en mouvement, sortie de curl ou autre, il est très bon. Statique, c'est Mhm. un enfer. Ne dites pas d'avoine, ça rejoint un peu ce que tu disais. En parlant également de la défense potentiellement, on va dire très irrégulière de Jalen. Faut dire Tu mauvaise, il n'y a pas de souci en vrai. Ouais, c'est vrai. Je vais pas contredire un fan des Seas là-dessus, alors que je vois beaucoup moins l'équipe et le joueur jouer. Tu disais aussi que, bon, c'était pas forcément. Le match d'hier te confortait malheureusement pas forcément dans cette critique au vu de sa réussite au tir et Mm. le manque de réussite de Tatum. Tu disais que ce serait plutôt à Tatum d'être critiqué. On peut faire les deux, je te rassure. Et donc, et donc, je voulais quand même aussi aborder le point Jason Tatum. Juste pour parler un petit peu de l'irrégularité, est-ce que ça va pas poser problème à un moment? On a eu une petite discussion avec Théo, autre fan des Seas, dans le groupe QI, Ouais. et sur l'aspect, bah, une irrégularité qui en fait peut quand même blesser l'équipe activement. On pense au final de l'année passée. Excuse-moi Azad de te remettre ce souvenir-là en tête. Malgré tout, est-ce que, encore une fois, bah, je reviens un peu sur ce qu'on disait en preview, finalement, le plafond de l'équipe, est-ce que c'est pas les deux superstars, les deux Jazz Brothers, enfin, paradoxalement ou pas, en disant qu'ils peuvent, et l'un et l'autre, quand même passer au travers. Du coup, je parle plus de la série, des playoffs au global, hein, en me projetant bien sûr sur les tours suivants potentiellement. Bah, en fait, j'ai moins de problèmes avec un Jason qui passe au travers s'il est agressif. Et par agressif, je vais pas parler de tir forcément, mais aussi de drive. Et du coup, on a remarqué, bah, c'est Vincert qui l'a remonté dans le channel de Boston du Basket Lab, que je vous invite tous à rejoindre d'ailleurs le Discord du Basket Lab pour parler basket. Et il remontait qu'il avait pris que 2 tirs sur le dernier carton. Et ça, c'est plus quelque chose qui va me poser problème parce que c'est un clair manque d'agressivité. Sur les moments où on a besoin de lui, en plus, il va avoir des superstar calls parce que c'est une superstar. Et il a la capacité de générer des points. Et en fait, quand je vois qu'en fin de possession, il préfère prendre un step back à 3 points alors qu'il reste 5 secondes à jouer plutôt que driver, ça me pose un peu problème, surtout quand il n'est pas en réussite. Et en fait, il faut qu'on arrive à générer de l'agressivité chez Jason. Et c'est pas que lui qui est mis en cause, parce qu'en fait, s'il n'a pas des lignes de drive ouvertes et s'il n'est pas dans une situation où il peut être agressif, ça joue aussi. Donc c'est à Joe de mettre en place des plays, c'est à Joe de le mettre en confiance aussi. C'est un joueur qui a 24 ans, il a encore plein de défauts et c'est aussi à l'équipe de le mettre dans les meilleures des postures. Et c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe.
meilleurs créateurs, c'est devenu un des meilleurs passeurs même de l'équipe et peut-être un des meilleurs défenseurs aussi. Enfin, il peut pas non plus tout faire et c'est aussi au reste de l'équipe de lui faciliter la vie, de rendre, l'attaque la plus facile et c'est surtout qu'il y a des joueurs qui peuvent faire ça. Donc c'est pas, Jason Tatum et 5 bouts de bois, c'est, Jason Tatum et un autre joueur qui a 30 d'usage et Malcolm Brogdon qui est, un ancien joueur, qui a été, 6e homme de l'année cette année. Tu as Derrick White et Marcus Smart qui peuvent générer de l'attaque et balle en main ou off-ball. Tu as Al Horford qui a 45% à 3 points. Tu as Robert Williams qui est une menace verticale, assez incroyable. Donc, il y a de quoi générer du basketball autour de Jason Tatum et il faut le faire. Et c'est pas juste à lui de créer ça en partant de rien. Donc voilà un petit peu plus. Moi, je suis pas. Peut-être que je suis pas assez critique de Jason Tatum, mais pour moi, c'est pas de sa faute en tout cas. Et juste pour revenir sur les finales de l'année dernière, parce que apparemment Jaylen Brown aurait fait des meilleures finales l'année dernière que Jason Tatum, je voulais juste dire que c'est faux. Et voilà. Au cas où, et ce Très sera bien. peut-être un débat pour une autre fois, mais On ce en n'est pas le cas. reparlera quand vous referez les finales. Exactement. Ah, je vois qu'on est confiant du côté des Seas. Le chat avant, peut-être on va pouvoir clôturer sur cette série, à moins bien sûr que vous ne voyez d'autres choses sur lesquelles parler. Je sais que Snow Stitch, qui est là avec nous, nous demandait de donner un petit peu plus de crédit aux Hawks, donc c'est ton moment, n'hésite pas dans le chat, on pourra évoquer à l'oral ce que tu pourras donner bien sûr en crédit pour vis-à-vis de ces Hawks sur le ciel également. Autre fan d'Atlanta dans le chat. Je sais pas, Quentin, je t'ai peu laissé la parole. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette série? Même quelque chose que tu as envie de voir plus particulièrement? On te sait fan du Heat, donc je pense que l'animosité envers les Celtics est plus grande qu'envers les Hawks. On se demande où va ton allégeance, mais c'est ton moment. Écoute, tu peux en parler si tu en as envie, bien sûr. Non, mais je suis pas un grand fan des Hawks non plus, notamment qui nous ont sorti au play-in, ils nous ont battu au play-in. Donc, J'imagine. que cette série aille en 7 matchs, ça m'ira très bien et voilà. Non, je voulais partager, c'était une petite stat que j'avais vu passer de Nekayas, qui montrait que Trae Young était quand même de plus en plus à l'aise sur la série. Sur les matchs 1 et 2, donc les possessions qui contenaient un pick and roll avec Trae Young généraient 0,8 points par possession, ce qui est assez moche, hein. Et sur les 3 derniers, donc ce chiffre est monté à 1,1, ce qui est quand même bien mieux, quasiment, enfin à élite même. Donc voilà, c'était pour ce petit stat qui montre que ça y est, Trae Young est à l'aise et que Boston va devoir s'occuper de ça. Parfait. Excellent coach. Ouais. Pourquoi je lis le message sans l'avoir lu au préalable dans ma tête? Pourquoi je le lis? J'ai le réflexe parce qu'il est arrivé pile quand j'ai regardé le chat. Quelle erreur de la part du joueur français. Et en le ciel, pour parler des Hawks plus sérieusement, nous dit petit chapeau bas pour Snyder qui a trouvé des solutions, notamment sur pick and roll pour exposer un peu les faiblesses de Boston. C'est pas Macmillan qui aurait fait ça. Et du coup, tu fais très bien de le mentionner. Et je trouve d'ailleurs que globalement, il y a quand même des choses à espérer de ce changement de coaching plus globalement et même pour la suite pour les Hawks. Alors que Snow Stitch, nous dit « Je suis juste tatillon sur le narratif. Les Celtics sont chiés dans la colle. Ils sont seuls responsables de leur défaite. » D'autant plus que c'est souvent ce qu'on fait vis-à-vis des seeds. Du classement en fait, c'est en réalité voilà, c'est un petit peu c'est souvent là, le problème du narratif de toute façon, c'est que c'est souvent assez feignant. John Colburn a posté un super graphe intéressant sur les points créés par game des playoffs, je le mentionne parce que Trey est premier bien sûr, et le ciel qui ajoute d'ailleurs les forwards en sortie de banc, Bay, JJ et Okongwu portent des trucs archi prometteurs pour les playoffs. Le seul est là et leurs méthodes sont positives. Moi, c'est surtout ça que je retiens, mais depuis le play-in face au Heat, où j'avais trouvé vraiment super intéressant la tactique pour profiter justement de cette densité physique au niveau des ailiers. Moi, je trouve que l'ajout de Saddiq Bey est
très 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 bonne. Je suis assez d'accord avec toi, Azad, tout à l'heure quand tu parlais du marasme à Détroit dans lequel il était et qu'il était certainement meilleur que ça et surtout dans une meilleure équipe. Je suis vraiment d'accord avec le fait que c'est un très bon ajout pour cette équipe. Bay contre 5 second tours, ça reste un style d'ailleurs. Je suis assez d'accord. Après moi, dès que c'est du second tour, je regarde plus les comptes parce que c'est beaucoup trop le bordel, malheureusement. Mais voilà. Alors que Hurle le ciel, c'est incroyable c'est incroyable cette image. Ça veut tout dire peut-être sur les qualités de ton école de journalisme. Mais bon, je ne veux pas bien sûr faire de procès d'intention. Et puis du coup, on aura évoqué justement via Hurle le ciel et un petit peu quand même on l'a fait sur le live notamment sur l'aspect mismatch et aller chercher peut-être sur Trae Young, Horford, mais aussi Jalen Brown ou des défenseurs un petit peu moins bons du côté de Boston sur tout ce qui était donner un petit peu de props à Atlanta également. Il est vrai que les Celtics ont un peu niqué aussi leur jeu avec le côté statique en fin de match, les pertes de balles comme tu citais Azad par exemple, notamment dans le Game 5. Les Hawks font quand même une bonne série et effectivement il est important de leur donner un petit peu des crédits pour ça. Azad, est-ce qu'on aura oublié quelque chose pour cette série avant de passer peut-être au prono final avec le chat et puis conclure ce live? Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, juste je suis très content de voir que Jalen Johnson et Saddiq Bey arrivent à bien impacter la série pour les Hawks. Et ça prouve vraiment que faut qu'ils arrivent en fait côté GM et côté management des Hawks à faire quelque chose de DeJounte Murray et John Collins et arriver à trouver un échange pour ça. Parce que ça peut être une bonne base avec tout ce qui est autour de Trae Young. Et c'est cool aussi de voir que Trae Young n'est pas un bust, n'est pas le joueur le plus overrated depuis je sais pas quand, mais en tout cas, voilà, c'est cool de voir que Trae Young peut encore performer sur la plus grande des scènes et ça change un peu la narrative qui était un peu bizarre sur Trae Young qui serait une fraude. Donc voilà, content pour les Hawks, ils pourront repartir avec une défaite 4-2 et au final, ça sera quand même une saison plutôt réussie pour eux, donc c'est pas plus mal. Avec un petit trash talk qui est l'assurance des fans des Seas. Tu sais, je vais te faire un parallèle et je vais te muter tout de suite après pour éviter tes cris à l'infamie. Il y a une sorte de ressemblance avec les Lakers fans des fois dans votre dans votre assurance qui, je pense, ne trompe personne. Voilà, c'était mon petit tacle dans cette arrogance. Puisque, à 3-2, la série est peut-être relancée. À vos pronostics dans le chat, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Rage quit. Mais voilà, donnez-nous votre prono dans le chat, bien sûr. Moi, j'espère voir le Game 7. Voilà, pour vous faire un petit peu transpirer, fan des Seas. Je me range aussi du côté de Snow Stitch qui nous disait tout à l'heure qu'il fallait pas non plus sous-estimer ce que faisait Atlanta et c'était trop facile ce narratif là de oui c'est Boston qui a juste rien foutu. Donc rien que pour ça et pour vous voir un petit peu transpirer fan des Seas, je souhaite le 7 match. Après voilà, je parierai pas contre vous, voilà, j'ai déjà exprimé à quel point je trouvais que vous étiez une très bonne équipe, donc voilà, je dirais 4-3 Celtics comme Jedi Padawan. D'ailleurs, Hurle le ciel 4-0 Atlanta, voilà, qui prouve encore une fois que les fans des Hawks sont insupportables également. Comme ça, voilà, ça me permet de faire un tacle à tout le monde et de botter en touche sur mon objectivité. Vincent 87, 4-2, les Game 7, il y en a eu 2 l'an dernier, ça suffit. Effectivement, ce serait un bel apprentissage à faire du côté de Boston. Stitch qui dit après Trae en Game 7, c'est tendu aussi, effectivement, mais la force offensive, la force collective plutôt de Boston ferait que. Est-ce que j'ai raté du prono? Tac, a priori, ça se chauffe un petit peu moins que tout à l'heure. Quentin, est-ce que tu as un prono, toi, pour cette série-là? Je pense que Boston finit ça au prochain match tranquillement. Classiquement. Mon cœur
tend plus vers un 4-3 Atlanta, évidemment, mais soyons réalistes. 4-2 Celtics, Dejounte revient, c'est donc perdu, nous dit le ciel, et son compère de la Hawks Nation qui lui demande tu vas pas t'y mettre, Guillaume est infernal avec ça. Donc voilà, on va garder ce narratif là du côté des Hawks fans, en tout cas pour les emmerder. Vous savez ce qui vous reste à faire, bien sûr, parler de la non-complémentarité avec Dejounte Murray. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Merci à vous